Bienvenue à toi dans cet épisode de Débat de société. Alors aujourd'hui c'est un épisode un peu particulier parce que c'est quelque chose que j'avais enregistré à la base avec mon ami Florian en off qui était à titre posthume. C'est-à-dire s'il m'arrivait quelque chose avant que j'ai envie de le partager, au moins c'est enregistré et vous pouviez y avoir accès. Cette chose en question concerne mon expérience de la mort. Alors, en quoi ça consiste, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce que j'en ai tiré et comment ça a changé ma vie. C'est quelque chose que je voulais partager à un moment ou à un autre. Donc là, j'ai choisi de le partager plus tôt que prévu parce que je pense que dans l'état actuel de la société, ça pourrait être utile à pas mal de personnes. Donc, n'hésite pas toi à me dire ce que tu penses des différents sujets abordés dans cet épisode. C'est tout l'intérêt du débat. Sur ce, je te souhaite une bonne écoute. Une question sans détour. Parle-moi de ton expérience de la mort. C'était Une question sans incroyable. détour. C'était génial. Je parle de mon expérience de la mort, il faut que je te donne 2 mots sur comment j'en suis arrivé là. Faut parler de mon expérience du burn-out et de la dépression. Ouais. Donc, on va dire que l'année 2020, sans rentrer dans les détails, elle a été très très intense, personnellement, professionnellement, Ouais. sans compter le Covid qui est venu rajouter une couche par-dessus ça. Et ce qui fait que j'ai fini l'année en burn-out. C'est-à-dire j'arrivais plus à réfléchir, à lire, à parler. J'étais vraiment grillé, quoi. Putain. Et du coup, j'ai été arrêté. Après avoir rencontré 2 médecins qui m'ont fait comprendre gentiment que soit j'étais trop jeune pour faire un burn-out, soit je Non. travaillais pas assez pour faire un burn-out. Voilà. Non. Ah, clairement, je suis sorti de là, je me suis dit, mais en fait, je suis une merde. Vraiment, t'es déjà mal. J'ai dit, mais on te fait comprendre que, ah non, monsieur, à votre âge, vous faites un burn-out, ce sera quoi quand vous aurez 50 ans Ou l'autre qui me dit, ah non, mais les burn-out, c'est pour les gens qui travaillent 50 heures par semaine, comme les médecins. Il y a vraiment des idées reçues sur le burn-out. C'est quoi, pas travailler assez, ça veut rien dire. Mais surtout que moi, en tant qu'ergonome, à ce moment-là, spécialiste du bien-être au travail et tout, je sais que ça n'a rien à voir avec l'âge. Ouais, puis en plus, tu peux pas considérer que le médecin travaille plus qu'un ergonome, par exemple. Et puis travailler Ça veut rien plus, dire. ça veut pas la rien durée qui dire. compte. C'est pas la durée, c'est l'intensité, les ressources que tu as. Moi, regarde, je travaille genre 10 heures par jour. Voilà, tu peux Et quoi claquer un burn-out en 1 mois. Ouais. Si tu travailles 30 heures, mais que c'est 30 heures qui t'épuisent parce que t'as pas les ressources pour le faire, ben, tu fais un burn-out. C'est clair. Tu travailles 50 heures, mais tu as les ressources techniques, humaines, physiques, émotionnelles, mentales pour y faire face, ben, il n'y a pas de burn-out. C'est clair. Bon, en tout cas, ces 2 médecins-là, ça m'a rajouté une claque là-dessus. Au niveau pédagogie, ils sont nuls. Ouais, puis Par exemple, la des idées doctoresse- reçues, il y avait d'énormes idées reçues sur le sujet. Il y en a un qui m'a dit, ouais, on peut voir un psychiatre. Et à ce moment-là, je voulais pas parce que je savais comment ça fonctionne, les antidépresseurs et tout. Grave. Je savais que là, j'étais pas bien parce qu'il y avait des choses qu'il fallait que je clarifie, que je change dans ma vie, pro notamment, et perso surtout, et que l'antidépresseur, ça allait pas du tout régler le problème. C'est clair. Donc je voulais pas rentrer là-dedans. Et j'ai fini par avoir un 3e médecin qui elle m'a dit qu'elle était abasourdie d'entendre ce genre de choses-là, qu'on dise ça à quelqu'un. Elle m'a même fait faire un test. Elle m'a dit, bah, effectivement, il y a des symptômes de dépression aussi, en plus du burn-out. Donc elle m'a vraiment arrêté pendant plusieurs semaines. Alors que la première, elle m'avait arrêté 2 jours pour aller jusqu'au week-end. Ça n'a aucun Et le deuxième m'avait arrêté 1 semaine en me disant, si ça va pas mieux, revenez la semaine prochaine. C'est génial. Revenez toutes les semaines. Voilà, j'ai dit, ouais, cause toujours. Et donc la 3e, elle m'avait arrêté. Et je me suis dit, enfin, quelqu'un qui comprend, quoi, que t'es pas là à faire exprès, à être fainéant et tout, t'es pas bien, quoi. Et bon, elle m'a arrêté, je vais toujours me rappeler, elle m'a arrêté le mardi. Je me suis dit, ah, enfin, elle m'a dit, sortez, voyez du monde, prenez soin de vous, coupe. Le vendredi, Macron annonce 6 semaines de confinement. Je me suis dit, je vais mourir. Je suis mort, en fait, je vais mourir. Je sais pas, c'était en octobre, à ce moment-là. Donc, j'avais déjà vécu un confinement. Je suis dans mon état. Ah oui, c'est le deuxième confinement. C'est le 2e confinement. Oh putain, oui, Je dis, d'accord, c'est même pas le premier. C'est le 2e. L'année Parce qu'en fait, 2020, c'est- ça a déjà bien cassé. D'accord. En Et fait, c'est l'hiver qui arrive là. Et je sais que c'est une période où je suis déjà dans le mal en temps normal. Et là, contrairement au premier confinement où je travaillais, on était en visio, je Là, voyais t'es mes tout collègues seul, et tout. Là, je suis en arrêt de travail, confinement, tout seul chez moi, en dépression. en dépression, l'hiver qui arrive. Je me suis dit, je vais mourir. Je vais juste mourir. J'ai passe pas aucune la chance de dépasser la saison. Oh merde. Et ça a été vraiment compliqué. J'ai eu tellement
un coup d'anxiété que je suis descendu faire quelques courses. J'ai acheté 2 paquets de granola. Et tu sais, c'est des trucs, j'arrive jamais à finir un paquet tellement c'est sucré. J'ai tapé 2 paquets d'un seul coup. C'est vraiment ton corps qui te dit, prends des forces parce que tu vas mourir en fait. Prends du sucre. Prends du sucre, cumule Prends parce du sucre et du que chocolat. c'était vraiment l'anxiété. Ouais. Et du coup, bon, j'ai été arrêté, ça a commencé. Un truc, vraiment, c'est le truc qui m'a aidé à tenir le coup et qui m'a sauvé la vie par la suite. C'est, je m'étais dit, ok, j'ai commencé à apprendre la guitare. Là, je vais apprendre un vrai morceau que j'ai vraiment envie d'apprendre et je fais l'annonce à mes potes et je fais c'est un morceau que ma mamie aimait beaucoup, donc j'avais fait la promesse à ma mamie d'apprendre ce morceau-là pour Noël. Je lui dis là, pendant 2 mois, je vais m'entraîner là-dessus. C'était quoi le morceau? C'était Alléluia, le son version symphonique, quoi. Voilà, c'est ça, version acoustique. Vu que j'avais plus d'objectifs, j'étais en mode je travaille plus, je peux pas sortir, je suis pas bien. C'était le truc qui guidait mes journées. J'avais pas dit ça aux gens, je me dis ils peuvent rien pour moi de toute façon, on va être confinés. J'ai pas besoin de les inquiéter, tout le monde a ses problèmes, mes parents en plus ils sont à 8000 km. On en parlait tout à l'heure, les gens n'arrivent pas à se dire les choses franchement et c'est dommage. Bah, là, peut-être que tu aurais parlé à une personne qui aurait eu un impact sur toi qui fait que... j'en ai parlé à un pote et c'est lui, il m'a dit franchement à la mi-confinement, viens faire 1 semaine à la maison pour couper, pour que t'aies pas 6 semaines d'une traite à faire. Et effectivement, j'ai fait 1 semaine chez lui, ça m'a fait du bien d'être déjà avec quelqu'un, ça m'a fait vraiment du bien, surtout pour rediminuer la pression, faire redescendre la pression mentale et tout. J'imagine bien le côté être tout seul, en dépression, rien à faire. C'est l'hiver qui arrive, il fait moche, il commence à faire froid. Ouais. Il y avait encore moins de vision sur comment ça allait se passer. L'avenir, c'est les ténèbres, c'est la pandémie, c'est la fin du monde, il y a des gens qui meurent partout, on te dit qu'il n'y a pas de travail. Franchement, c'était un moment, ça a contribué à... Ça a beaucoup joué dans la dépression. Les émotions à ce moment-là, liées à plein de choses, étaient très intenses. Et la dépression, c'est le moment où ton corps commence à te désensibiliser petit à petit à tes émotions pour que tu arrêtes de souffrir avec ça. Donc c'est pour ça que je disais que c'est pas que la charge de travail et tout, c'est la charge émotionnelle aussi liée à plein de choses qui a contribué aussi au burn-out. Et du coup, à la fin du confinement, en début décembre, je devais reprendre parce que j'ai été arrêté en fait jusqu'en début décembre. Ça allait mieux. Mentalement, j'arrivais à me concentrer un peu mieux, j'arrivais à parler normalement. L'incendie était éteint. Et j'ai tenté une reprise. Et arrivé le 3e jour, où j'avais juste une réunion à faire, en visio, pour dire que je suis là, donner mon avis, et puis c'est tout. Et 1 demi-heure avant la réunion, j'ai eu une espèce de crise d'angoisse, d'anxiété, je sais pas, de panique. J'avais jamais eu ça dans ma vie. C'est-à-dire mon corps refusait de toucher l'ordinateur. C'est comme si j'étais debout devant une falaise et que je lui demandais de faire un pas de plus, quoi. Il voulait pas. Du coup, j'ai pas fait cette réunion-là, mais ça m'a mis dans un état. Je me suis dit, mais attends, il y a aucun enjeu, il y a rien, il faut juste que je me connecte. Ça, c'est normal quand t'as eu une expérience douloureuse physiquement ou psychologiquement, ton corps va tout faire pour t'éviter de te remettre dedans. D'accord, ok. C'est une façon de te protéger. Et à ce moment-là, j'ai vu flou. Vraiment, je me suis dit, attends, j'ai envie de reprendre le travail, mais je peux pas. Je sais pas quoi faire d'autre. L'avenir, là, on est en pleine pandémie, c'est les ténèbres. En fait, toute la volonté où j'avais avancé pendant l'année, malgré tout, je pense que mon corps a lâché d'un seul coup. C'est ma volonté a lâché d'un seul coup, donc j'ai été réarrêté après ça. Et là, ça a été une dépression foudroyante. Vraiment, j'ai passé 1 semaine couché dans mon lit et je suis passé à l'étape extrême de la dépression en mode j'étais pas triste, j'étais dans l'apathie. Je ressentais plus rien, plus d'émotions, plus rien. J'ai perdu 5 kilos dans la semaine parce que je ressentais pas le désir de manger. Comme ça, quoi, amorphe, regarder dans le vide. J'étais une coquille vide, quoi. Et le seul truc que je réussissais quand même à faire, c'était de me lever pour m'entraîner 2-3 heures à la guitare. Ok, bien déjà. Et je retournais me coucher. C'est ta satisfaction personnelle. C'est bon, je sais encore faire ça. C'est ça, mais c'est surtout, c'est important que je le fasse parce que j'ai promis à des personnes qui sont assez importantes que je le fasse. Le promesse, c'est un vrai pouvoir. Hein. En fait, c'était mon seul fil rouge, mon mince fil rouge dans cette espèce de
de Tunnel. mer de ténèbres c'était, je me lève, il était midi, parfois je mangeais un morceau, un peu de pâtes, des trucs comme ça, je jouais 2-3 heures à la guitare, et après à 17h j'étais épuisé, et je retournais me coucher. C'était vraiment une semaine comme ça. Putain. Et j'étais en train de dépérir. Ça a été vraiment une descente comme ça qui a été très rapide. J'étais éteint, j'étais juste éteint. Peignoir. Et jusqu'à un soir où j'étais encore dans mon lit et je me suis dit, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, tiens, demain matin je me réveillerai pas. Mais c'était même pas une pensée triste ou une pensée de soulagement, parce que je ressentais plus d'émotion. Bon, c'est fini. C'était juste un constat en fait. C'est comme quand tu vois ton téléphone qui a 1% de batterie et tu te dis, en fait, demain il s'allumera pas, demain il sera éteint. Ouais. C'était juste un constat. Et c'est cette nuit-là où j'ai fait l'expérience de la mort, où s'est passé beaucoup de choses, qui m'a apporté beaucoup de clarté sur beaucoup de sujets. Mais en fait, ça a été... Il y a eu 2 phases. Il y a eu ce que j'appelle la phase d'expérience de mort imminente, où là, il se passe beaucoup de choses. Et il y a l'expérience de la mort. Et la mort imminente, c'est là où il y a eu beaucoup de déclics. Souvent, j'ai l'impression. C'est le moment où tu te rends compte qu'il y a un truc qui est en train de t'échapper. Une fois, tu vois ta vie, machin, tu repenses à tout ce que tu pouvais faire, tout ce que tu aurais pu faire, que tu avais le potentiel de faire. Et c'est là où, j'avais cette image-là, tu te rends compte que tu avais une bougie et tu as passé toute ta vie à essayer de la protéger, de la couver, voilà, ou à la subir. Ah, c'est chiant, c'est chaud, c'est douloureux, au lieu de l'utiliser pour faire des choses. Et c'est là vraiment où j'ai le premier déclic de la vie, c'est pas un truc qu'on doit subir ou qu'on doit juste protéger, mais c'est un outil qu'on doit utiliser pour faire des choses. Sauf que là, tu t'en rends compte au moment où ta vie est en train de s'éteindre. Et le sentiment que j'ai ressenti à ce moment-là, l'espèce de regret, j'avais le potentiel de faire des choses pour changer la vie de gens, pour m'épanouir et tout, et j'ai juste eu peur de sortir de ma zone de confort, de prendre des risques et tout, et maintenant c'est fini, je pourrais plus le faire. C'est le sentiment le plus horrible que j'ai jamais ressenti. C'est une douleur qui est indescriptible, comme si on t'enlève une baguette magique de ta main à la dernière seconde, quoi. Tu dis, oh, je peux faire tout ça avec ça, et attends, non, mais finalement... Et là, tu vois que c'est en train de finir, cette douleur-là, ça m'a traumatisé. Vraiment, ça m'a traumatisé. Rien que d'en penser, j'en ai des frissons. Et c'est notamment l'une des choses quand j'ai repris l'entrepreneuriat et que j'en souffre là. Ça fait 2 ans que je suis à mon compte. C'est les 2 années les plus douloureuses de ma vie. Ouais, c'est dur. Hein. Mais en même temps, par rapport à la douleur du regret de fin de vie, ça vaut largement le coup. Ah, je préfère mourir brûlé 1000 fois que de ressentir une seule fois ça encore. Ouais. Le fait de dire c'est fini. Le fait de regretter. De regretter, de dire en fait là c'est fini, c'est du regret et de l'impuissance, parce que du coup tu n'as plus ton outil pour agir, fois l'éternité. Et avec Je pense que c'est la bonne équation. Ouais, c'est ça. Et avec ça, c'est un truc que j'ai eu un déclic que 2 ans plus tard, parce que il y a des trucs que je te dire là, il m'a fallu du temps pour les conscientiser et mettre des mots dessus. Ça m'étonne pas. Mais je pense que c'est ça qu'on appelle l'enfer. C'est une éternité de regret et d'impuissance qu'on construit pendant notre vie. C'est notre enfer personnel. Ah ouais, c'est pas con comme analyse. C'est vraiment avec le recul. J'adopte. Ou le purgatoire, selon d'autres. Ouais, méga intéressant. Et donc après ça, il y a eu l'expérience de la mort. De la mort fin. Alors, entre deux, il y a eu l'espèce de flou, c'est assez bizarre à expliquer. C'est des genres de tunnels que tu as eu la sensation de traverser. Des tunnels, trucs. Alors, j'ai une question. Est-ce que c'est un état, on va dire, psychologique, je veux dire par là, est-ce que c'est du ressenti accompagné de quelque chose de physique, genre une sorte de début d'arrêt cardiaque par exemple, ou est-ce que c'est l'inverse, ou est-ce que c'est du ressenti pur, tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire, parce que la suite, c'est du ressenti pur.
Ouais, ouais. Mais à ce Non, mais moment-là, parce que tu vois, je suis pas, mais en t'écoutant, Mhm, je suis pas sûr que les expériences de mort imminente, ça ne soit du coup que du physique. Je veux dire par là, je suis pas sûr que il faille passer par un arrêt cardiaque potentiel ou un mhm, arrêt cardiaque et ça redémarre mhm, pour ressentir ce que tu as ressenti. mhm, Et du coup, ça ouvre une sorte de champ des possibles beaucoup plus large. mhm. Parce que, et donc, tu as des gens, à mon avis, ils mettent pas le doigt dessus. Mais s'il n'y a pas d'impact physique au niveau du cœur, au niveau de, je sais pas, enfin, au niveau du, enfin, t'éteindre vraiment, genre comme une personne âgée qui Mhm. meurt, tu vois, ça veut dire qu'il y a une expérimentation de ce stade-là Mhm. qui peut se faire sans passer par une douleur physique, quoi. Mhm. Tu Bah vois là, ce que je tu veux dire viens ou de résumer pourquoi je me suis lancé dans le coaching. pas? Ok. Donc C'est, tu veux les faire arriver, c'est un peu de la transe en quelque sorte. Bah en fait, enfin, j'ai fait en sorte après de conscientiser le processus qui s'est passé à ce moment-là. Mhm. Tous les déclics que tu as à la dernière minute, quoi, à la fin de ta vie, Ouais, et te ouais. dire, ah, en fait, je comprends que la vie c'est ça, et que je peux faire ça, et que ah, j'aurais eu envie de faire ça, voilà. De, le but, c'est d'amener les gens à comprendre ça, sans passer par la phase de dépression ou d'attendre la fin de leur vie. Ok, C'est vraiment la raison pour laquelle j'ai commencé par le coaching. ok, je comprends. Parce Ouais, je qu'effectivement, comprends. tu n'as pas besoin d'arriver à la fin de ta vie pour le Du coup, ressentir. ouais. Il faut juste te mettre dans un état psychologique qui te permet de Oui, c'est pour prendre ça que tu conscience dis de qu'en ça. fait, c'est une technique que tu aimerais développer, mais elle est dangereuse. Parce que c'est vrai qu'elle est dangereuse. Je comprends mieux du coup pourquoi tu as dit ça. Parce que si tu te mets, enfin, si tu mets plutôt quelqu'un dans cet état-là, faut qu'il soit prêt à remonter la pente. C'est Et il ça. y a un côté un peu irréversible, tu vois. Il peut se dire, bon, en vrai, bon, bah, fin quoi. Ben, alors, c'est même pas dans ce sens-là que c'est dangereux. Alors, je dis que c'est dangereux parce que, ben, ce que je résume, je disais que ce que je fais dans le coaching, c'est de mettre les gens dans l'état de déclic, de prise de conscience que tu Ouais, as quand tu es dans une dépression profonde. En fait, l'avantage de la dépression profonde, c'est que comme tu t'es à bout de force, la seule énergie qui te reste, c'est l'énergie d'exister. mhm, Et en fait, tu peux plus tenir toutes ces choses sociales, ces conventions non, sociétales ouais, de je fais plaisir, je dois aimer ça et tout. Donc c'est quand tu vrai. es dans cette dépression profonde, tu es à 100% toi-même en fait. C'est vrai, Tous les ouais. ressentis que tu as et tout, c'est toi-même. C'est pur. C'est vraiment, tu es purement toi. Et le but de ce coaching-là, c'est Et je d'aider les pense gens à même arriver là, qu'on tu vois. arrive plus facilement à s'accomplir dans la chute libre qu'à que pas dans la chute libre. En fait, c'est vrai, c'est au lieu que les gens Et lâchent la preuve, prise quand ils ont plus l'énergie, c'est de les aider à lâcher prise quand ils ont encore l'énergie, ou ceux qui sont ils ont déjà... l'énergie d'être en chute libre. Bah, la chute libre, c'est justement de... Tu ne mets pas d'énergie, tu lâches. Et après, il faut aussi pouvoir remonter. Parce que c'est ça, en ça que c'est dangereux. Je dirais pas aux gens, laissez-vous couler dans la dépression. Parce que ben, là, la dépression, ça m'a amené à la fin Mais de je ma suis vie, assez tu d'accord avec ça vois. parce que moi j'utilise souvent aussi ce genre ce genre d'état émotionnel Mhm, quand ça va pas. Je me laisse souvent aller dans ce genre d'état émotionnel, donc aller vraiment limite profondément dans ce que tu appelles la dépression. mhm. Ça m'ouvre les perspectives et ça me permet de savoir comment remonter. Et j'ai de la chance de pouvoir le faire sans forcément avoir des mécanismes comme des gens. Alors je parle beaucoup d'alcool, mais parce que je trouve que c'est quand même, il y a un côté dangereux à l'alcool quand tu le maîtrises mal, tu vois. Juste. Ben, l'alcool, c'est l'inverse. Et pour avoir, j'avais cette habitude-là aussi de boire, on se bourre la gueule, on se met bien. Justement, l'alcool, tu te fuis toi-même. Tu as des Mais ça dépend ressentis qui comment te tu l'utilises. font du mal, tu te fuis. Alors, sauf si tu l'utilises pour ne plus réfléchir, mais du coup, tu t'écoutes plus en fait. C'est ne plus Non, je penser. pense que, alors, justement, je disais, je me sers pas de ça pour aller dans ces états émotionnels profonds, pour trouver des perspectives, même si ça m'est déjà arrivé. Mais en fait, quand j'utilise ces substituts-là, j'utilise le côté désinhibisant. Mais pourquoi tu as besoin de te désinhiber pour t'écouter? C'est que tu te Euh, juges alors d'un côté. Ça, je ne sais pas. Parce que techniquement, Ça, je sais pas, c'est c'est le un truc, c'est le truc le plus mécanisme. naturel du monde de s'écouter. C'est qu'il y a quelque chose, et sûrement on parlait de jugement de valeur Ouais, tout à ouais, l'heure, ouais, c'est que tu as posé un jugement de valeur sur le fait de ressentir certaines choses que tu as estimé qui probablement, sont pas bonnes. probablement. Et c'est ça qui m'a aussi donné l'idée de faire cette formation en ligne sur Ouais, la gestion des émotions. ouais. C'est de prendre conscience que tes émotions, c'est pas bien, c'est pas mal, c'est un signal, c'est un message. Et Ouais, j'ai une émotion, qu'est-ce que j'en fais? le fait de comprendre ça, ça aide à lâcher prise de
j'ai pas besoin d'artifice pour m'écouter parce que c'est le truc le plus naturel à faire en fait. Ça fait pas de moi quelqu'un de mauvais, quelqu'un de faible, c'est juste de quelqu'un qui a des besoins insatisfaits tout simplement. Donc ça c'est le déclic de la fin de vie et ce que j'ai essayé l'une des choses que j'essaie de retransmettre dans le coaching, c'est d'aider les gens à avoir ces prises de conscience là sans arriver au bout du bout. Ouais, c'est intéressant. Il y a un côté très préventif. C'est ça. J'aime beaucoup. C'est une façon de prévenir la dépression. Ouais. La dépression, c'est le dernier recours de ton corps pour te dire arrête. Bah, du coup, c'est l'avant-dernier en fait. En fait, la dépression, c'est le dernier dans le sens après, c'est la mort. Au bout de la dépression. Ouais, bah en fait, t'es arrivé tellement au bout de la dépression que si ça n'avait pas été la nuit, si ça avait été la journée, quoi, pas forcément, mais je vais au bout de mon idée, si ça avait été la journée, t'aurais pu prendre des cachetons pour dire bah non, c'est bon, fin. Ben en fait, je pense que quand tu arrives à prendre des cachetons, c'est que tu es dans la souffrance encore, mine de rien, et que tu veux qu'une souffrance s'arrête. Mais là, j'étais vraiment au stade de la dépression où tu meurs pas parce que tu souffres et que tu as envie de partir, c'est que comme tu ressens plus rien, même pas la peur, ben ton instinct de survie fonctionne plus et juste tu te laisses mourir. C'était vraiment ça. Ok, donc tu penses qu'en fait le suicide c'est l'étape après l'instinct de survie éteint. Ouais, toi, t'avais encore l'instant de survie, et donc non, j'avais plus, je m'en foutais en fait de mourir. Tu vois, donc qu'est-ce qui fait que t'as pas été au bout de la chose? Non, en fait, je suis mort à ce moment-là. c'est justement le sujet. Okay. C'est le moment où j'ai senti ma vie quitter mon corps. Voilà. C'est pour ça que ça a été d'autant plus incroyable ce qui s'est passé après. Et après, il y a eu donc ça, c'est l'expérience de mort imminente. Après, tout le reste, tout ce que je vais te raconter, ça a été des choses que j'ai conscientisées au fur et à mesure, mais ça m'a pris il y a des choses, c'est 2 ans après, j'ai réussi à mettre des mots dessus. Et tout ce que je vais t'expliquer, ce sera sous forme d'images et de métaphores, parce que c'est la seule façon dont j'ai réussi à mettre des mots dessus. Parce que ce sont des choses que tu vis avec des sens qui ne sont pas les 5 sens qu'on vit. Donc, on n'a pas inventé de mots pour les décrire. Donc, oui, tu ne peux pas communiquer sur un truc qu'on n'a pas nommé. Donc, c'est aussi l'une des raisons. Et aussi, et ça j'y reviendrai après, c'est parce que mon cerveau n'arrivait pas à le comprendre. C'est communiquer avec l'au-delà? C'est comme quoi? Je vais te dire, il y a eu cette expérience-là qui a duré dans un espace-temps qui était totalement différent. Donc, parler de temps à ce stade-là, ça ne veut plus rien dire. Mais en tout cas, après ça, à un moment, j'ai ouvert les yeux, j'étais de nouveau dans ce corps-là que j'avais. Et ça a été vraiment une illumination. Enfin, j'avais compris plein de choses. Enfin, tout, en fait. J'avais tout compris. C'était vraiment pourquoi j'étais pas bien, ce que je devais faire, pourquoi les gens vont pas bien, quelle était ma mission de vie, mon objectif de vie, par quoi je pouvais commencer. Voilà, j'étais vraiment... je suis passé du fin fond de ma vie en dépression totale à un niveau d'énergie que j'avais jamais eu dans ma vie. Tout ça, ça s'est passé en une nuit, qui a été très longue. Et c'est ce qui m'a après aidé à prendre les décisions de me lancer dans le coaching pour aider les gens à atteindre ce genre de niveau-là et de compréhension pour non seulement être bien dans leur vie, mais surtout parce que j'avais visualisé un monde qui était possible, qui était incroyable. Je suis littéralement tombé amoureux de cette vision et je me suis dit, ma vie, j'ai compris que c'est un outil et je vais tout faire pour l'utiliser, pour atteindre ou me rapprocher, ne serait-ce que de 1% de cet objectif-là qui est déjà incroyable. Donc ça, c'était la conclusion. Je vais te raconter ce que j'en ai compris après, parce qu'en fait, quand j'essayais d'y repenser après ça, je n'arrivais pas à y repenser parce que le peu de souvenirs que j'en avais, mon cerveau n'arrivait pas à les traduire. C'est comme si tu as vécu un truc, tu as un dossier sur ton ordi qui fait 100 gigas, mais ton ordi te dit tu n'as pas le bon logiciel pour le lire et c'est un fichier corrompu. Tu sais qu'il y avait des trucs là, mais tu n'as pas le bon outil pour le lire. Okay, compris. Et en fait, d'une, c'est là où j'ai compris que notre corps physique n'est pas conçu pour comprendre certaines choses. Et notamment, on n'a pas besoin de comprendre ça en fait pour avancer, parce que je me rappelais de l'essentiel, je me rappelais de ma mission de vie, ce que je devais faire. Et malgré tout, je vais te dire, les premiers trucs qui me sont venus à ce moment-là et que j'ai mis de côté, le souvenir que j'avais de cette expérience-là, c'était une succession de paradoxes. C'est comme essayer de faire une division par 0. C'était la sensation d'être à la fois seul et au milieu de milliards d'entités, d'être à la fois une entité unique et d'être des milliards d'entités, de vivre des expériences simultanées
et à la fois successives Mhm. pendant un instant unique et à la fois très long. Voilà. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Si, je saurais pas expliquer ce que j'ai compris, mais j'ai compris. C'est ouais, c'est la sensation que... Ouais, Et- en fait, je vois le truc, ouais. Vraiment, la sensation elle était trop bizarre parce que c'est comme si tu sais fondamentalement que c'est pas possible d'être à deux endroits en même temps, mais que pourtant tu as le souvenir de la sensation d'être à deux endroits en Ouais, même je temps. vois. Ça n'a aucun sens. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mhm. Ouais, je vois. Mon cerveau ne comprenait pas et c'est notamment là où j'ai commencé pour la première fois à voir la distinction entre le ressenti de l'âme et le ressenti du corps. C'est-à-dire mon âme avait vécu des choses que mon corps ne comprenait pas, mais il n'a pas besoin de le comprendre en fait. Parce qu'il est là pour te Parce faire qu'il est là marcher. pour un véhicule, son but t'amener. c'est d'amener quelque part. Ouais, c'est intéressant de voir ça comme un véhicule. Ton corps c'est vraiment un véhicule et Et comme tout véhicule, ça s'entretient d'ailleurs. c'est ça. Donc du coup en fait, à un moment j'ai mis tout ça de côté, je me suis dit on n'a pas besoin de comprendre ça. La question maintenant c'est tu sais où tu veux aller, quel moyen tu vas choisir pour commencer à avancer. Et c'est là où l'idée du coaching est venue. Je me suis dit, bah, c'est le moyen qui me correspond le mieux à court terme pour avancer, aider les gens à prendre conscience de ça. Faut juste que je me forme parce que j'ai pas la méthodologie, c'est un métier. Donc la première étape, ça a été se former au coaching et j'ai commencé par là. Mais sur l'expérience de la mort en tant que telle, ce que j'en ai compris, que j'ai assimilé avec le temps, il m'a fallu plusieurs années même pour mettre des mots dessus. Et les réponses, je les ai toutes trouvées dans la nature, pour le coup. C'est vraiment en me Ça promenant m'étonne pas. dans les trucs et j'avais des déclics par-ci par-là. Ouais, ça m'étonne pas. Moi, j'en ai encore aujourd'hui. Mais vraiment en voyant des arbres, des machins, je fais ah ça, en fait, ça m'a aidé à mettre des images qui coïncidaient avec le sentiment que j'en avais et de mettre des je mots pense qu'on dessus. peut faire confiance à la nature pour nous guider sur le chemin. Et donc, ouais, la nature, je suis assez d'accord. Je pense qu'il faut l'écouter. Et je pense qu'il faut encore plus s'accorder le droit d'écouter et de considérer qu'un hirondelle qui vole quand tu n'es pas bien, par exemple, ça veut dire quelque chose, tu vois. Mhm. Et je crois qu'on a perdu ça un peu comme des druides, tu vois. Comme quoi, la nature offre Toutes des les signes. réponses des clés de l'univers sont dans la nature. Ça, Ouais. c'est ce que j'ai compris à ce Ouais, moment-là. ouais, je suis assez d'accord avec ça. Et c'est ce qui m'a permis aussi de mettre des mots justement sur ça, notamment sur ce que je ressentais comme un paradoxe d'être seul et entouré, tout ça. Tu peux même dire C'est- qu'on est seul, mais ce qui nous entoure, ce ne sont pas que les êtres humains, tu vois. Il y a la Terre qui est un, tu vois. C'est plus loin que ça. Si je me suis rendu, enfin là et après j'ai eu des déclics, des images et tout, et c'est là que j'ai commencé à comprendre un peu le cycle de ce qui s'était passé. C'est que j'ai compris à ce moment-là que tous les êtres vivants sont la même entité. L'humanité. Non, les êtres vivants Ah, ok, ouais, sont ouais, la ouais. même entité. Ok. Le vivant. Le vivant. Sauf que cette entité, pour agir dans le monde physique, a besoin d'enveloppes physiques. Oui. Et ça, ce sont les enveloppes physiques des êtres vivants. Oui. Donc en fait, la seule chose qui nous sépare, ce sont nos enveloppes physiques, mais nous sommes en réalité la même entité. L'énergie. C'est ce qu'on peut ramener à l'énergie, que certains vont appeler Dieu, la vie, l'univers. Ouais, ouais. Et en fait, à ce moment-là, j'avais une sensation bizarre après m'être réveillé, c'était d'être la même personne, mais pas la même personne. Je suis de l'expérience. Mais disons que la part d'âme qui est notre partie de cette entité, quand ça finit, ben, ton enveloppe se brise, la part retourne de l'autre côté, parce qu'elle peut pas rester dans cette... On choisit un véhicule. Même pas en fait. Enfin, il y a eu cette sensation de retourner à la source. À la source. Et il y a une sensation que j'ai eue à ce moment-là, et c'est l'un des trucs qui m'a convaincu que c'était pas un rêve, c'était pas une expérience, parce que c'est une sensation que tu peux pas imaginer, Non, c'est pas tu peux pas rêver ça. C'est ce que j'appelle la sensation d'évidence absolue. C'est-à-dire d'être à un moment où j'avais plus aucune question. C'est-à-dire toutes les questions existentielles sur la vie, l'univers, le sens, tout ça était évident. Pas parce que je le savais, mais c'était encore au niveau au-dessus. Tu vois, dans la connaissance, je pense que tu as 3 niveaux. Toi, une femme va te demander c'est quoi être un homme. Toi, tu vas lui donner l'information. Ok. Elle va apprendre des choses, comprendre comment le corps humain fonctionne. Elle va acquérir la connaissance de ce que c'est qu'être un homme. Et il y a toi qui es un homme. Ouais. C'est-à-dire, même si tu n'arrives pas à mettre des mots dessus, c'est évident pour toi ce qu'est un homme. Ouais. Ben, je me suis rendu compte à ce moment-là, ça a été un déclic de plus tard, c'est qu'à ce moment-là, j'étais la vie. Ouais, je vois. Donc toutes les réponses à c'est quoi la vie, à quoi ça consiste, l'univers, machin, c'était évident, il n'y a plus de questions. Ouais. Ok, je vois. Et je me suis rendu compte, c'est là de voir, c'est l'image de l'arbre en fait qui m'a aidé à comprendre ça.
c'est que, imagine cette source-là, c'est le tronc de l'arbre. Et pour vivre sous terre, le tronc, c'est comme si chaque racine avait besoin d'être dans un pot pour pouvoir rentrer sous terre. Et ce qu'il y a dans le pot, c'est toujours l'arbre en fait. Les racines, c'est l'arbre. Sauf que ces racines sont séparées par des pots. On est tous un bout de l'arbre, quoi. C'est ça, on est tous la même entité. C'est pour ça que... Même l'arbre est un être vivant, si tu regardes bien, il y a des trucs les arbres, quand ils se sentent en danger, ils poussent droit, mais quand ils sentent qu'il y a un obstacle, ils sont capables de pousser comme ça, pour se protéger. Et c'est là que tous les êtres vivants ont le même fonctionnement. La mission de vie de tous les êtres vivants, c'est de contribuer à l'épanouissement du vivant. Chacun le fait selon ses ressources, et je pense c'est pour ça qu'on est tous malheureux, c'est qu'on contribue tous à l'extinction du vivant. Vu que c'est contre nature, ça favorise ce climat anxiogène. Peut-être qu'on voit l'anxiété dans quelque chose qui n'est pas la raison principale, tu vois. Peut-être qu'on est anxieux parce qu'on se dit il y a la guerre, c'est l'influence du monde, ça. Alors que peut-être que la source de l'anxiété, c'est le fait qu'on sent au fond de nous qu'on est en train de tout détruire et que c'est contre nature, tu vois. Je pense qu'il y a les deux. Il y a le sentiment d'avoir peur, qui est lié à ton enveloppe physique, du coup. C'est-à-dire, on est en danger, la survie est en danger. Et il y a le sentiment d'aller à l'encontre de ta mission d'âme, qui est de favoriser le développement de la vie. Ouais, bien sûr. En fait, tu es totalement à l'encontre des besoins de tes deux aspects. Ouais, je vois. Et ça crée une sorte de mal-être interne. Donc ça a été vraiment un des gros déclics sur... en fait, j'étais à la fois une entité, mais j'étais à la fois tout le monde, de ressentir les sensations de tout le monde, etc. Et j'étais à la fois au milieu de tout le monde. Enfin, c'était vraiment cette compréhension de ce qu'est la vie fondamentalement et ce qu'est fondamentalement un être humain. Et après, quand il y a une partie de d'âme qui est retournée dans ce corps, c'était à la fois pas la même, mais la même. Ouais, c'était une âme accomplie. C'est différente. C'est comme si tu as une goutte d'eau dans un truc, tu l'enlèves du récipient, tu la filtres pour enlever la poussière, tu la remets dans la bouteille d'eau, tu reprends une autre goutte d'eau, tu la remets. C'est la même goutte d'eau avec les mêmes propriétés, mais c'est pas la même. Tu vois, c'est un peu l'idée. Ouais, je vois. Et ça m'a aussi aidé à comprendre ce ressenti. C'est intéressant l'image avec l'eau. Donc ça, c'est ce qui m'a permis de mettre une image là-dessus, de comprendre en fait, ouais, tout ce qui nous sépare, c'est l'ego. C'est notre enveloppe physique. Et l'enveloppe physique, peut-être même qu'elle est là pour faire en sorte... peut-être même qu'elle a son utilité aussi. L'enveloppe physique, son objectif, c'est de t'amener ton âme assez loin sur ce plan-là pour qu'elle se réalise. En fait, sa conception des corporelle et de l'âme, je suis totalement à l'aise avec ça. Lui, il croyait, comment on appelle ça, à la réincarnation. Et en fait, il considérait, ou il avait compris, je sais pas, quand tu étais renvoyé sur Terre, c'est que tu n'avais pas accompli encore ton devoir, tu vois. Et donc tu passes d'enveloppe en enveloppe, et tu recommences parce que tu ne t'es pas trouvé, et tu n'as pas trouvé le moyen de t'accomplir, et donc tu te libères in fine de ton enveloppe qu'une fois que tu as accompli ta mission, on va dire. Et donc là, tu es plus réincarné, et du coup, ça revient à voir la réincarnation comme une punition. Genre, tiens, game over, on recommence à zéro, t'as pas été au bout. Sauf quand tu comprends que la vie et le fait d'avoir une enveloppe physique, c'est l'opportunité la plus précieuse de l'univers. Donc en gros, tu recommences une chance de plus de pouvoir interagir avec le vie. Ouais, c'est ça. Là, du coup, c'est pas une punition, c'est une chance. Non, c'est effectivement. De pouvoir avoir un véhicule supplémentaire pour continuer à avancer. Redonne une bagnole, je viens de casser celle-là. C'est ça. Et pareil, alors c'est pas que je croyais pas en la réincarnation, c'est que je voyais pas l'intérêt. Je comprenais pas le concept. Ouais, je vois, ouais. Et après cette expérience-là, j'ai pas mis le doigt tout de suite dessus, mais je me suis rendu compte que je me suis réincarné dans mon corps. Oui, en fait, t'aurais pu clairement arrêter ton chemin là-dessus et te réincarner ailleurs. C'est ça. Mais sans la connaissance. Là, t'aurais fait ça, t'aurais changé juste d'enveloppe, mais t'aurais pas repris tes connaissances avec. Et c'est ça. En fait, ça m'a ouvert des questions sur le niveau de conscience d'un nouveau-né. Bah, tu vois, quand je me suis réveillé à ce moment-là... J'ai pensé à ça au nouveau-né, parce qu'on dit souvent qu'une personne meurt, quand une personne meurt, quelqu'un d'autre peut-être au même instant, tu vois. Bah, quand je me suis réveillé à ce moment-là, c'était un miracle. Je me suis dit, mais comment j'étais censé être mort et je me suis réveillé. Déjà, c'était le plus beau jour de ma vie. Je crois que j'ai jamais chialé autant de toute ma vie à ce moment-là. Et justement, je me suis même dit à un moment, je comprends pourquoi les nouveau-nés pleurent quand ils naissent.
j'ai eu cette pensée-là, je me dis, mais c'est incroyable la chance que tu as d'ouvrir les yeux le matin, en fait. Ma fille a pas pleuré, elle a pleuré de l'intérieur, c'était marrant. Tu vois, elle s'est retenue et j'ai fait une blague à la sage-femme qui disait, pleure pas. C'est un bonhomme. J'ai dit, ouais, non, on montre pas nos émotions dans la famille. Tu vois. Ben voilà, ça a été ça le truc, et avec tous les déclics, la clarté. Il y a juste eu un moment, peut-être une semaine de flou un peu après ça. J'imagine, ouais. Parce que j'étais dans une sensation, parce que j'ai de l'expérience qui s'est passée de l'autre côté, ou peu importe où c'était. La notion de temps était tellement pas la même que j'ai eu la sensation d'avoir vécu très très longtemps cette expérience-là. 84, c'est le chiffre qui me met en tête. D'avoir vécu des décennies là-bas, mais même plus longtemps que ce que j'avais vécu ici, au point quand je suis revenu là, j'ai recommencé à faire les choses. Pendant une semaine, j'étais dans une espèce de flou de est-ce que je suis en train de rêver? Est-ce que ce que je suis en train de vivre là, c'est un rêve? C'est vraiment la sensation d'avoir vécu peut-être 84 ans, peut-être 84 siècles, je sais pas, et de revenir dans le corps de mes 27 ans avec l'opportunité et la conscience de ce que je peux faire avec. C'était incroyable, c'était vraiment incroyable. C'est marrant parce que, enfin, je vais peut-être paraître totalement perché à dire ça, mais en numérologie, on additionne les nombres entre eux. Les chiffres ou les nombres? Non, les chiffres entre eux. Chiffres, un nombre égale plusieurs chiffres. Donc si je prends le 84, ça fait 8 et 4, 12. Et 12, c'est 1 plus 2, ça fait 3. Et 3, c'est pas n'importe quel chiffre, c'est un chiffre assez mystique. Jésus est mort à 33 ans, par exemple, tu vois, il y a 2, 3, enfin, tu vois. C'est pas n'importe quel chiffre, j'ai l'impression. Voilà, après, ça vaut ce que ça vaut. Hein, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est intéressant, tu vois, comme indice. Ouais, moi, par exemple, le 3, c'est un chiffre le 3, le 12, enfin, c'est des chiffres qui me parlent. Quoi, les chiffres, c'est important, et le 3, c'est pas important, tu vois. Bah, en fait, tous ces trucs-là, un truc c'est des trucs sur lesquels j'ai prévu de le faire un moment dans ma vie. Enfin, j'ai découvert cette année le concept du taoïsme, tout ça. Et je me suis dit, mais ça m'a aidé à mettre des mots sur des trucs. Je me suis dit, en Orient, ils ont un niveau de conscience sur ces choses-là qui est beaucoup plus élevé par rapport à nous en Occident. Ouais. L'Inde aussi, pas mal. Si tu regardes, d'ailleurs, l'une des plus anciennes civilisations, c'est l'une des plus anciennes. Il y a l'Inde. Mais ils ont compris des choses que nous, on a perdues, je pense, avec le temps. Parce que nos ancêtres, je pense, étaient plus proches de leur mission de vie, en étant proches de la nature et tout, que nous aujourd'hui. Tu le vois dans les calendriers, tu vois, on est en 2024, ça n'a aucun sens. Ça fait pas 2024 ans que l'humanité est l'humanité. Je pense que le fait d'être sur un calendrier qui a 2000 ans, ça nous infantilise, tu vois, dans notre conception de l'humanité. Oui, on a l'impression qu'on est tout récent, quoi. Ouais. Mais ça, c'est un truc, mais je l'ai pas fait tout de suite parce que il faut que je sais que le but de ma mission, c'est de faire des choses pour créer des choses. Et quand ce sera lancé, je prendrai le temps de me poser pour je pense que étudier ça. J'ai vraiment des enseignements à aller chercher. Mais pour l'instant, je fais avec ce que j'ai de quoi faire. Le leadership humaniste, il y a quand même pas mal d'enseignements parce qu'il y en a qui sont tirés de ça. Mais tu vois, en fait, je me suis rendu compte, il y a des trucs de Bouddha. Je me suis dit, mais en fait, c'est des trucs que je sors dans des vidéos. Ouais, c'est clair. En fait, Bouddha, c'était un coach de vie. Mais vraiment. Les prophètes étaient des coachs de vie. Et là, notamment il était juste écœuré de voir ce qu'était devenu le temple, tu vois. Ouais. Vrai, bah, tous ces personnes-là, Jésus, Bouddha, Mohamed, c'était des personnes qui voulaient élever les autres pour que eux deviennent autonomes et qu'ils avancent. Ils se sont rendus compte que c'était leur mission, et les autres étaient là genre, ouais, c'est bon, laisse-nous tranquille. Là, il y a plein de choses encore, on pourrait passer vraiment des années à parler de ça, tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Mais cette expérience-là, ça a vraiment été une compréhension profonde de ce qu'est l'être humain, de ce qu'est la vie au sens large, et l'envie d'aider les gens à atteindre, pas forcément ce niveau de conscience-là, parce que l'expérience a été assez particulière, mais un niveau de conscience un peu plus élevé sur eux-mêmes, sur arrêter d'aller chercher les réponses à l'extérieur alors qu'on les a toutes en nous. On revient sur la question de tout à l'heure. Pour pouvoir t'épanouir, c'est pas que dois-je faire ou ce que les autres veulent, c'est qui suis-je. Et pour ça que j'ai commencé par le coaching, et après en me formant et en clarifiant mon projet, je me suis rendu compte qu'il y a des piliers dans la société qui empêchent en fait ça, notamment la religion. Je suis assez d'accord, ils sont assez bien identifiés. Il y en a 4. Voilà. En fait, il faudrait qu'à un moment je me penche sur les autres religions parce qu'ils ont des points de vue différents. Là, j'ai juste commencé à être. Le message, ça reste l'amour. En fait, c'est ça. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est la dualité entre l'amour et la peur. En fait, le message sous-jacent de la religion, c'est l'amour.
et ce que font les religions et comment les gens pratiquent la religion. Ils l'utilisent avec la Utilisent peur. ouais. Et ça, c'est un truc clé. On parle de Dieu, etc. L'une des raisons pour lesquelles les gens ont du mal à comprendre ce qu'est Dieu, c'est qu'ils ne comprennent pas ce qu'est l'amour. Ouais, je suis d'accord. La réponse est dans toutes les religions. Dieu est amour. Ouais. Sauf que on confond souvent l'amour et l'attachement, notamment. Non. Parce que l'amour, c'est un sentiment purement altruiste. Et puis même, je pense, l'être humain doit aimer les gens, tu vois. C'est ça, mais en fait, c'est dans sa nature. Et même les gens qu'on connaît pas. Viens, on aime les gens qu'on connaît pas. On aura beaucoup plus de facilité à leur parler, déjà. C'est ça. Alors que l'attachement, c'est un dérivé de la peur. Exact. L'attachement, c'est pas de l'amour. C'est l'un des préceptes de Maître Yoda, il me semble, quand il parle d'Anakin. Je ne saurais pas te répéter dans les termes exacts, mais il dit l'attachement mène à la peur, mène à la haine, et la haine mène au côté obscur. C'est ça, voilà. Dans ce sens-là, un truc comme ça, oui. On comprend même, je crois dans Star Wars, que cette dualité mal-bien, elle est malsaine, et en fait, ils n'arrivent qu'à s'accomplir que parce que le bien est mal et le mal est bien, quoi. Je te dis, le concept de bien et de mal, c'est nocif pour l'épanouissement. Ouais. Vraiment, c'est quand tu comprends que c'est pas le bien et le mal, c'est l'amour et la peur. Et quand tu comprends que l'être humain, c'est une âme immortelle dans une enveloppe physique mortelle, donc l'enveloppe physique mortelle dont le seul but est de perdurer, donc qui vit à travers la peur, et que l'âme, le seul but c'est de contribuer, qui vit à travers l'amour de l'autre. Quand tu es dans l'extrême de la peur, ben, tu es en mode survie. Ouais. En mode je pense à moi, à mon plaisir immédiat, à limiter mes ressources, mon temps, mon énergie, je garde tout pour moi. Et quand tu es dans l'extrême de l'amour, tu es dans le don de soi et le sacrifice. Un juste équilibre entre les deux? Ben en fait, la question, c'est pas une question de juste équilibre, c'est une question de nuance et d'ajustement selon le timing. Ok. Pour être épanoui à différents moments de ta vie, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas d'être pile au milieu de l'amour et de la peur, c'est de poser le curseur au bon moment, au bon endroit. Parce qu'en soi, la peur de la mort, il y a un malsain. Parce que quand tu penses en termes de bien et de mal, tu dis, mais si je pense à moi, c'est pas bien parce que je suis pas ouvert aux autres et tout, c'est mal. Et tu te retrouves avec des gens qui culpabilisent de penser à eux parce qu'ils sont pas altruistes. Alors que quand tu penses en termes d'amour et de peur, si tu es dans un moment où t'es pas bien, t'es fatigué, il y a un contexte anxiogène et que tu ressens l'envie de prendre soin de toi, donc de tendre plus vers le mode survie, c'est nécessaire à certains moments pour pouvoir te ressourcer, te recharger et pouvoir ensuite remettre le curseur plus vers l'altruisme et aider les autres de nouveau. Mais ça, c'est la vie, c'est un aller-retour entre les deux extrêmes, selon le contexte, selon ton besoin. Et quand on parle de Dieu, que Dieu n'a pas de corps, ce qu'on appelle Dieu, la vie, l'univers, n'a pas de corps physique, donc il ne connaît pas la peur, c'est de l'amour à l'état pur. Et que Dieu, c'est pas la représentation du bien, c'est la représentation de l'amour. Et donc le diable, c'est la peur? Quand on parle de diable, on réfléchit encore en termes de bien et de mal. Non, il n'y a que l'amour. L'amour. Je disais tout à l'heure, il faut l'amour et un curseur de peur. En fait, il y a l'amour et la peur parce que l'être humain, c'est de l'amour dans un corps mortel qui veut éviter de mourir. Mais c'est tu t'affranchis de la mort, t'es tranquille. Les gens qui réussissent à se transcender, ce sont les gens qui vivent dans l'amour. C'est-à-dire, quand tu es prêt à surpasser la peur de mourir, quitte à faire quelque chose, embrasser une cause, quitte à mourir, la peur n'a plus d'emprise sur toi, tu es pleinement dans l'amour, dans l'altruisme, c'est là où tu te transcendes aussi. Et ça a été vraiment un détachement de la religion, en mode arrêtons de penser le Dieu, le diable et tout. Dans l'univers, il n'y a que de l'amour et de l'énergie, ou comme tu veux. Et la peur, c'est une fonction pour essayer de conserver cette énergie sur le plan physique, pour être efficace, quoi. C'est pas quelque chose de mal, c'est quelque chose de pratique, tout simplement. Et le diable, on appelle, c'est une incompréhension du côté positif de la peur, en fait. On a diabolisé un phénomène normal pour les humains. La peur. On a diabolisé la peur. C'est pour ça que j'ai envie de me pencher sur tout ce qui est taoïsme, bouddhisme et tout, parce que eux, ils sont vraiment plus dans cette bienveillance, cette empathie, cette compréhension, plus que dans le jugement et la condamnation. Sérénité, ouais. C'est ça. Donc voilà pour résumer cette expérience de la mort. Est-ce que ça m'a appris en résumé? C'est un bon résumé d'1h04. Voilà. Ah ou la vache. Merci d'avoir écouté cet épisode de Débat de société. Je rappelle que le but d'un vrai débat n'est pas de savoir qui a raison,
mais plutôt de permettre à chacun d'étoffer sa vision de la réalité en confrontant différents points de vue. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé du sujet d'aujourd'hui, que ce soit directement en commentaire ou en message privé sur Instagram ou sur YouTube à Ignis Coaching. Je te dis à très vite pour le prochain épisode.